Ça fait pas mal de vidéos maintenant que je vous en parle et pour être transparent avec vous, mon talent en natation ne s'est toujours pas amélioré. Autrement dit, je ne sais toujours pas nager. Alors aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'un sujet qui, je pense, est vraiment commun, surtout en France. On en entend beaucoup parler, ça revient pas mal, surtout dans les milieux où il y a pas mal d'argent, pas mal de volonté de sécuriser ses fonds et de pérenniser ses investissements. Ce sujet, c'est l'immobilier. L'immobilier, on en parle beaucoup parce que en France, je pense sans doute même plus qu'ailleurs, on a cette idée que il y a de la sécurité dans la pierre. Dès qu'on a de l'argent, dès qu'on souhaite épargner ou économiser sur le temps ou faire un investissement, on souhaite le faire sur la pierre. Donc, on souhaite peut-être acquérir sa résidence principale pour économiser sur les loyers ou jouer sur l'appréciation de la valeur de sa résidence principale. D'autres souhaitent aussi faire de l'investissement locatif. Ils vont par exemple se servir de l'argent de la banque, avec cet argent acquérir un ou plusieurs biens, et ensuite financer les mensualités à la banque, donc financer le prêt à la banque avec l'argent des loyers, l'argent des rentes. Le sujet, c'est que cette philosophie que tout le monde connaît, je pense maintenant assez bien en France, c'est une philosophie qui n'est pas omniprésente. Par exemple, en Asie, je pense notamment au Japon, en Chine, en Thaïlande, il y a beaucoup cette idée que quand on achète une propriété, c'est pas nécessairement pour la valeur qu'elle va prendre. Au contraire, on souhaite acheter cette propriété pour l'utiliser au maximum, peut-être même pour la détériorer au maximum. L'Asie, par exemple, fait partie de ces continents dans lesquels la propriété immobilière, sur les 50 dernières années, pour la plupart, pour la plus grande majorité, n'a pas pris de valeur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un marché dans lequel, philosophiquement ou culturellement, les gens n'investissent pas dans l'immobilier pour en retirer un rendement, pour faire une plus-value ou pour faire un investissement, à profit sur du long terme, mais plutôt simplement pour y vivre, pour le transmettre de génération en génération et pour l'utiliser. Ça a une valeur véritablement peut-être à la fois fonctionnelle et sentimentale, mais ça n'a pas valeur d'investissement direct. Le sujet, c'est que vous pourriez être dans ce cadre français, dans lequel, autour de vous, vous ne faites qu'entendre que il faut absolument acheter, acheter, acheter. Ça permet d'économiser sur les loyers sur le très long terme. Ça permet de gagner de la valeur sur son investissement dans la pierre. Ça permet ensuite de le transmettre à ses enfants, à ses frères et sœurs éventuellement, ou de le revendre si on a besoin d'argent. Mais dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une philosophie qui est différente. Peut-être vous ouvrir les yeux, vous apporter une autre réflexion possible, un autre mode de fonctionnement qui existe et qui est réel, qui est tangible, qui est cette idée que un bien immobilier n'a pas forcément valeur d'investissement. Dans mon cas, à titre personnel, vraiment, je me suis posé la question très souvent. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'acheter ma résidence principale? Mais un problème s'est rapidement posé à moi. Ce problème, c'est que j'ai vécu et je vis encore en tant que digital nomade, nomade digital. Je passe vraiment beaucoup de temps à voyager. Je suis pas encore assuré du pays dans lequel je vais construire ma vie, peut-être sur du très long terme. Et partant de ce constat, eh bien, investir mon argent dans une pierre, dans un pays dans lequel cet argent sera peut-être bloqué un certain nombre d'années, c'est pour moi, une chose qui n'est pas synonyme de sécurité, qui n'est pas synonyme de bon investissement. Par exemple, j'ai vécu en Espagne. Si j'avais mis mon argent dans un immobilier espagnol, ben, j'aurais eu peur de me faire avoir sur certaines lois, de devoir payer des frais chaque année sur la gestion de l'appartement, de me tromper dans le cadre légal de manière générale et de subir les mauvais choix ou le manque de connaissances que j'aurais pu avoir sur certains investissements encore maintenant des années après. Donc pour moi, par exemple, avoir choisi la location a été une chose judicieuse. J'ai pas eu, de contraintes, j'ai pu bouger rapidement, facilement. Si j'étais pas dans un bon appartement, eh bien, c'est pas grave, je peux rompre le contrat de location, je peux partir ailleurs et je n'ai pas, d'attache ni sentimentale, ni d'attache financière. Je vais perdre un ou 2 mois de loyer ou quelques mois de caution, c'est pas grave. J'accepte cette perte en l'échange d'une forme de liberté. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, favoriser la location plutôt que l'achat et l'investissement dans la pierre, c'est avoir une liberté. Liberté de bouger, de changer d'appartement, changer de quartier, changer de voisin et changer même de mode de vie. Et
plus que ça, et je vais vous parler de mon cas à moi, j'ai pu littéralement changer de pays. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Grèce, j'ai vécu en Europe de l'Est, maintenant je suis en Thaïlande. Eh bien, le fait d'avoir été locataire à tous ces instants m'a donné la richesse qui est celle d'avoir la liberté de bouger autant que je le souhaite sans la moindre contrainte. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile, à chaque fois il faut se réhabituer, nouvelle ville, nouveau quartier, nouvel appartement, nouvelles règles à connaître. Dans chaque pays, c'est un petit peu différent. En Thaïlande, vous avez des juristiques office qui font office de système de copropriété, là où en Europe, vous avez ce que tout le monde connaît bien. Ici, quand vous avez payé l'électricité, parfois ça va se faire à la copro, parfois ça va se faire à l'application du gouvernement. Enfin, à chaque fois, il faut recréer des habitudes, se recréer un cadre et un système de vie, et il faut être OK avec ça. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui me plaît. Donc vraiment, cet argument de la liberté, de la possibilité de bouger à tout moment, c'est pour moi extrêmement séduisant. J'ai pas mon argent qui est tenu dans un bloc de pierre avec des systèmes légaux que je ne maîtrise pas et avec des contraintes mobiles avec lesquelles je ne serais pas d'accord. La deuxième raison, c'est que pour certains, vous allez peut-être pouvoir vous y identifier, mais je pense qu'il y a une réelle philosophie derrière l'investissement. Je veux dire par là que certaines personnes vont chercher à s'enrichir en créant un patrimoine immobilier. Je respecte ça en tout point. On achète plusieurs appartes, on les loue, on a plein de propriétés, on en gagne des rentes, on n'a plus besoin de travailler et ça génère des profits. En l'occurrence, moi, eh bien, je pense que si j'avais un capital suffisamment grand à investir pour faire un investissement, à titre personnel, sincèrement, je préférerais investir cet argent dans l'acquisition de nouvelles compétences ou alors dans le lancement de nouveaux business. Autrement dit, j'ai philosophiquement, hein, ou même sentimentalement, une excitation beaucoup plus grande, beaucoup plus intense à la création d'un produit, d'une marque, d'une société, ou alors à l'acquisition de connaissances, ou simplement à l'apprentissage. Je suis quelqu'un qui suis passionné par pas mal de choses, je suis très curieux, et à ce titre, je tire beaucoup plus de plaisir de l'apprentissage. Donc, si j'avais le choix entre placer 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, dans quoi est-ce que je les placerais? Eh bien, sans doute, dans des fonds, des fonds obligataires peut-être, dans des indices ETF, des choses qui sont, relativement stables depuis, un siècle, mais l'immobilier ne serait pas mon premier choix. Mon premier choix serait essayer de, jouer quelques billes, mettre 20 000 € dans un business, 30 000, 40 000 dans un autre business. Essayer d'investir dans du matériel, dans, un meilleur téléphone, une meilleure caméra, un meilleur microphone, un meilleur ordinateur pour développer plus rapidement, utiliser des modèles d'intelligence, beaucoup plus puissants. En gros, j'aurais une tendance à favoriser des choses qui m'apportent du plaisir et me permettent de peut-être prendre des paris qui me paraissent plus gros et plus gérables. Autrement dit, j'ai le sentiment qu'à mon échelle, lancer un business, faire des projets, acquérir du matériel pour créer de la valeur et à partir de cette valeur avoir un retour sur mon investissement, eh bien, j'ai le sentiment que cela est beaucoup plus à ma portée. Plus à ma portée que de trouver un bien immobilier qui sera rentable. Une fois qu'on a trouvé ce bien, potentiellement le rénover, ensuite s'accommoder de toutes les règles du pays, ensuite faire ses déclarations. Et une fois qu'on a fait tout ça, trouver un locataire, puis gérer la relation avec le locataire, gérer les problèmes, percevoir les rentes. Enfin, j'aurais 1000 fois plus de plaisir, et c'est vraiment personnel, à faire du business. Tant qu'à faire, si je dois gérer les réclamations de quelqu'un, je préfère encore que ce quelqu'un soit un client plutôt qu'un locataire. Je ne souhaite pas être dans cette position où j'ai le droit d'habitation et de non-habitation sur quelqu'un. C'est pas un sentiment qui me procure satisfaction. Il y a ça. Et troisièmement, et toujours sur ce plan peut-être de l'opinion et de la philosophie, j'ai de mon côté le simple besoin de trouver un endroit dans lequel je peux dormir, travailler, m'occuper de moi, recevoir des amis, des copines, de la famille, mais je ne ressens pas le besoin d'être un multipropriétaire, quelqu'un qui a plusieurs terrains, plusieurs appartements, maisons et autres. Enfin, même moi à titre personnel, avoir un grand appartement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas une chose qui m'apporte satisfaction. En revanche, peut-être avoir un petit appartement de luxe, si vous avez quelque chose pour moi, je suis preneur. Je plaisante, mais je souhaite dire que je trouve du plaisir dans
mon confort, mais pas nécessairement dans la largesse, la grandeur de ce confort. Je peux avoir un studio, 30-40 mètres carrés, maximum 2 pièces. Je pense que ça me va très bien, en tout cas aujourd'hui. Évidemment, je crache pas sur une salle de sport, un sauna, un espace de coworking, une, swimming pool à débordement au 36e étage. Évidemment, tout ça, je vais pas cracher dans la soupe. J'adore profiter de ces éléments. Mais je souhaite m'en tenir à ça. Je souhaite pas avoir, tous les appartements d'un immeuble pour ensuite les louer à des locataires et en avoir des rendements. Je ne tire pas du plaisir de l'investissement purement monétaire. Je pense que je tire davantage de plaisir de la création de valeur, de l'exploration de business, de, la création et l'expérimentation d'idées. Ce sont ces choses-là qui, moi, me font vibrer. Donc, la conclusion que j'aimerais apporter à cette vidéo, ou alors la culmination de tous les éléments que je viens de vous présenter, c'est que il existe différentes voies. Vraiment, allez voir, le prix de l'immobilier au Japon, allez voir même, le sujet de la dette au Japon et de la valeur, de la devise japonaise, par exemple, avec les fameuses maisons à 1 € qu'il faut retaper. Allez voir le marché immobilier en Thaïlande, en Chine et cetera. J'ai même moi rencontré à titre personnel, des personnes en Thaïlande qui m'ont dit: «Moi je me suis acheté un appart à Bangkok, à Pattaya, à Jomtien et cetera, dans des zones à haute tension touristique» et ils me disent: «Tu vas pas me croire, j'ai acheté l'appart il y a 5 ans. En 5 ans, il a pas pris de valeur, au contraire, il a baissé de valeur». Alors ça, j'ai jamais vu ça. La réalité, c'est que dans certaines cultures, l'immobilier n'est pas synonyme nécessaire d'investissement. Il est peut-être simplement synonyme d'habitation, de vie en communauté, en famille, en amis, ou alors de réutilisation comme restaurant. Mais par exemple, quand vous venez ici en Thaïlande et que vous voyez l'état des immeubles, c'est très simple. Si vous apportez un projet d'investissement, un projet d'emprunt à la banque, si vous amenez un projet qui vient d'être créé, un projet immobilier, hein, un immeuble 40 étages, si ce projet existe depuis 1 an ou 2, ils vont vous donner l'emprunt sans devoir faire de gros down payment, donc sans devoir faire d'apport à l'achat initial qui soit élevé. Alors que si vous faites un projet d'emprunt d'investissement sur un projet qui a 5 ou 10 ans, donc sur un building qui a 5, 10, 15, 20 ans, la banque va être réticente. Autrement dit, c'est curieux, la banque est plus réticente à financer des anciens buildings qui même 5 ans, 10 ans, c'est pas vraiment ancien, c'est très récent dans un monde européen, plutôt que de financer des tout nouveaux buildings qui sont tout juste sortis de terre, hein, pour lesquels on n'a pas nécessairement encore tous les rapports sur l'architecture, les conditions réelles avec la mousson, etc. Donc ça démontre bien que culturellement et financièrement même, le système bancaire est orienté vers la création de nouvelles habitations plutôt que la prise de valeur des habitations passées. Donc, le secteur de l'investissement se tourne davantage vers la nouvelle pierre plutôt que sur l'ancienne pierre. Et donc là, on marque vraiment un schisme, hein, une rupture avec le monde occidental, ou au contraire, si on a un bel immeuble qui n'a pas bougé, qui est bien entretenu depuis 50 ans, au contraire, c'est gage de sécurité, c'est vraiment gage de fiabilité. Alors qu'ici, c'est tout le contraire. Passé quelques années, les gens ne payent plus leur charge de copro. On a une piscine qui avait une couleur bleue, maintenant elle est devenue verte. On avait un sauna qui était flambant neuf, maintenant il y a le sauna qui ne fonctionne plus. Dans la salle de sport, il y a les tapis roulants qui ne fonctionnent plus non plus. Enfin, les gens se lassent très vite. Ils vont habiter un building pendant quelques années, puis le déserter et passer au prochain building. Pourquoi? Parce qu'il y a une tonne d'espace. Il y a encore tout à construire. Alors peut-être que ce cycle va bouger en Asie, mais je vous invite également à voir comment ça se passe aux États-Unis, en Afrique, en Australie. Je pense que explorer ces différents modèles de rapport et de relation à l'immobilier peuvent vous aider, vous, à dormir plus sereinement. Moi, en tout cas, ça m'a aidé parce que pendant très longtemps, je me suis dit: «Oh là là, tu devrais vraiment acheter pour économiser sur les loyers et cetera et cetera et cetera». Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que si j'avais acheté, j'aurais été un house poor. Donc c'est le concept de la pauvreté sur la résidence principale aux États-Unis. Cette idée que, en fait, en faisant un prêt pour acheter votre résidence principale et en mettant entre guillemets, heu, tout votre argent, toute votre épargne dans votre résidence principale, vous allez passer tout le temps du remboursement à vivre comme un pauvre.
Pourquoi? Parce que vous avez tellement investi sur votre résidence que vous avez tout juste assez d'argent derrière pour vous nourrir. Là où peut-être moi, qui suis simple locataire et qui, le, dans le viseur de beaucoup de personnes, je suis quelqu'un qui peut-être gaspille mon argent, eh bien, j'ai en tout cas cette richesse de pouvoir jouir de mon argent comme je l'entends. C'est-à-dire que je paye mon loyer, je choisis l'endroit où je souhaite vivre, et je ne suis pas tenu de rester 20-30 ans au même endroit et de payer des mensualités avec un banquier qui va m'appeler toutes les semaines. Je peux bouger. C'est-à-dire que si mon appartement ne me convient plus, je peux aller ailleurs. Et ça n'a pas de valeur selon moi. Donc, sans doute qu'un jour, je vais acheter. Je vais acquérir une résidence principale, mais ce ne sera pas dans l'optique de faire un investissement. En tout cas, pas un investissement financier, mais peut-être plus un investissement de confort, un investissement moral. Et si j'en retire un gain, ce sera sans doute le simple gain de l'économie sur les loyers sur le long terme. Mais ce n'est plus une obsession comme ça pouvait l'être auparavant, et je souhaite aujourd'hui avoir des investissements qui sont beaucoup plus immatériels. Ça peut être de l'intellect, des compétences, ça peut être des business en ligne, ça peut être des business un peu plus tangibles, par exemple en faisant du développement informatique, du design, de la conception, du travail de consultation. C'est là-dessus que je m'oriente. Donc, dans cette dynamique, je suis curieux de savoir, pour vous, comment est-ce que s'oriente votre investissement et surtout, quel est votre rapport à l'immobilier? Est-ce que vous avez fait un prêt pour acheter une résidence principale? Est-ce que vous l'avez regretté? Autrement, est-ce qu'au contraire, vous ne l'avez pas regretté, vous en êtes très satisfait? La parole est à vous.